On sort des masques, on sort de tout. Pour moi, le mal est fait. Pourquoi? Parce que nous avons accepté, pendant une durée trop longue, de passer d'une société de liberté à une société d'autorisation. La Commission européenne a annoncé le lancement de son projet d'identification numérique pan-européenne que les citoyens des États membres pourraient utiliser dans l'ensemble du bloc. L'identité numérique. Évidemment, au départ, ce sera pour notre bien, ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est vacciné ou pour voter. Le vote, c'est précisé dans le texte de la Commission. On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. Il faut dire, Rachel, que le pass sanitaire, c'est la première expérience de crédit social dans le monde démocratique. Le pass sanitaire punit les dissidents et récompense les obéissants. Quelques éléments de réponse peuvent se trouver dans les avancées technologiques de la société Thales. Bonjour les amis. Vous vous souvenez, il y a un mois, dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais annoncé, je vous avais prédit que le pass vaccinal serait suspendu dans le courant du mois de mars. Eh bien, je crois que nous y sommes arrivés. Et oui, rappelez-vous, je vous l'avais annoncé, je vous l'avais prédit dans ma précédente vidéo, le pass vaccinal sera suspendu au mois de mars, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il sera supprimé. Monsieur Macron, je vous en fais le pari, il va suspendre ce pass, il va le suspendre au mois de mars. À mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement et si la circulation du virus est très faible, nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants dans tout ou partie des lieux fermés, y compris sans passe, et nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal. Peut-être pas tout en bloc, peut-être qu'on gardera des mesures pour la fin mars, début avril, mais un palier de 15 jours, un palier de 2 semaines, comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Oui, le pass sera levé, mais non pas supprimé. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puisque le pass ne sera pas supprimé, mais simplement levé. Imaginons donc que M. Macron soit réélu, ou de toute façon, si c'est pas lui qui est réélu, ce sera un autre partisan de l'Union européenne qui sera élu, un autre européiste qui sera élu, et donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, écoutons un petit peu ce qu'en pensent ceux qui ont réfléchi à la question. On sort des masques, on sort de tout. Pour moi, le mal est fait. Pourquoi? Parce que nous avons accepté, pendant une durée trop longue, de passer d'une société de liberté à une société d'autorisation. Nous avons accepté le principe du pass vaccinal au pass sanitaire. Le plus dangereux pour moi, c'est pas la fin de l'expression, c'est le début, le principe du pass. Qu'est-ce qui empêchera demain, juridiquement, c'est possible, de mettre un pass écologique pour vous empêcher de prendre plus de 2 ou 3 fois l'avion par an, pour vous empêcher d'acheter telle ou telle voiture. Et puis on peut aller plus loin, un pass pénal demain. Je sais pas, Éric Zemmour, il a été condamné pour incitation à la haine. Demain, il peut pas aller dans un café plus de 2 fois par mois. Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. La Commission européenne a annoncé le lancement de son projet d'identification numérique pan-européenne que les citoyens des États membres pourraient utiliser dans l'ensemble du bloc. À l'instar d'un portefeuille électronique, le dispositif pourra stocker vos documents d'identité, papiers officiels importants et moyens de paiement. Si l'intention de cette idée semble louable, proposer un moyen sûr pour les citoyens de profiter de services numériques transfrontaliers, publics et privés en ligne, il est assez facile d'imaginer comment cela pourrait déraper. La Commission affirme qu'il n'y aura aucune obligation de souscrire à ce qui ressemble fort à un filet numérique. Petit à petit, l'étau risque pourtant de se resserrer, les gens commençant à réaliser à quel point leur vie peut rapidement devenir compliquée s'ils n'adoptent pas le système. Nous avons récemment constaté le même phénomène avec la vaccination contre le Covid-19, qui est en principe facultative,
mais à laquelle beaucoup succombent maintenant, ne serait-ce que pour éviter le parcours d'obstacles qui risque de devenir la norme pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui nous gouvernent semblent traiter la crise du Covid-19 comme une occasion en or pour imposer aux citoyens ce genre de concept dystopique. Ce qui soulève une question. Depuis combien de temps ont-ils cette idée de portefeuille digital? Lorsque vous avez effectué vos recherches pour votre livre Le Great Reset, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait cette idée en amont de la crise de cette pandémie Covid-19 d'introduire une sorte d'identité digitale pan-européenne, ou est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, a surgi lors de la crise? Alors, c'est les deux, mon capitaine, si j'ose dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un marché à prendre, un marché important de l'identité, de l'identification, et particulièrement un marché de la reconnaissance faciale, puisque tout l'enjeu aujourd'hui est de créer une grande base de données, un énorme big data, qui permettent d'identifier tout le monde et de faire une correspondance en temps réel entre un visage filmé dans la rue par un drone, par exemple, ou par une caméra de télésurveillance, et la totalité des informations dont on dispose sur cette personne. Il faut comprendre que quand je dis que c'est un marché à prendre, ce n'est pas un petit marché. Il faut se souvenir qu'il y a eu un débat très vif sur l'emprise des services américains sur la reconnaissance faciale avec une start-up qui s'appelle Clearview, qui est une start-up américaine, donc des États-Unis, mais qui sert l'essentiel des États dans le monde, notamment la gendarmerie royale canadienne, et qu'il y a donc un projet européen, français, porté par Thales et porté par les services de renseignement français, mais aussi par l'armée française, de créer un dispositif d'identification, de reconnaissance faciale qui serait alternatif à Clearview. Avec des filiales dont vous n'entendez jamais parler, mais un logiciel qui s'appelle Morpheo. Et ce marché est estimé à plusieurs milliards par an. Et bien entendu, il y a un sujet pour Thales de rentabilisation de ces investissements qui lui permettront de concurrencer Clearview et quelques autres acteurs. Et donc, pour ce faire, il y a besoin de dégager des marchés publics obligatoires qui permettront de rentabiliser les investissements. Et bien entendu, ce que nous sommes en train de faire, sans le dire clairement aux citoyens, c'est petit à petit, par la technique que j'appelle le curiassage, c'est-à-dire le saucissonnage, petit bout par petit bout, tranche par tranche, on est en train d'habituer tout le monde à mettre en place des systèmes de reconnaissance faciale et d'identification numérique avec de la reconnaissance faciale. C'est un grand système industriel qui se met en place. Alors, si ils veulent miser sur la reconnaissance faciale et il y a des enjeux dans ce domaine-là, pourquoi alors nous faire porter une sorte de portefeuille d'identité digitale et de mettre nous-mêmes nos papiers officiels, nos diplômes, nos informations, peut-être nos informations de santé, tests Covid, j'imagine, parce que là, on parle déjà de ça avec le passeport sanitaire pour voyager, par exemple. Mais s'ils peuvent nous suivre, pourquoi nous embêter? C'est que d'abord, c'est pas parce que vous êtes capable de dire « Ah, ça, c'est le visage de Rachel Marsden et d'avoir quelques informations sur elle, que vous savez tout sur elle. Et donc, il y a besoin de nourrir plus facilement le big data en demandant aux gens de remplir eux-mêmes leur dossier. Si vous voulez. Ça va plus vite que si on le fait directement par des policiers. Vous voyez, technique bien connue qui consiste, des réseaux sociaux d'ailleurs, qui consiste à vous demander de renseigner vous-même de votre profil. Et il y a une réflexion qui a été nourrie récemment au Sénat par la délégation à la prospective du Sénat en France, où 3 sénateurs, 2 sénatrices, 1 sénateur, ont produit un rapport sur l'obligation numérique. Et donc, ils ont notamment auditionné une chercheuse, une sinologue de Sciences Po, qui a expliqué que le problème, c'est quand les gens avaient la faculté
de dire non. Et généralement, ils se faisaient usage de cette faculté. Et que pour faire obéir les peuples, il fallait passer par l'obligation. Donc nous sommes aujourd'hui avec un rapport sénatorial qui, au nom de la protection sanitaire, préconise l'obligation de télécharger ces applis d'identification, ces passeports vaccinaux. Et tout ça, Rachel, ce n'est rien comparé à ce que sera l'euro numérique, sur lequel la Banque Centrale Européenne travaille depuis plusieurs mois. D'ailleurs, il y a eu une consultation tout à fait intéressante au printemps, enfin, fin d'hiver, printemps, organisée par la Banque Centrale Européenne sur l'euro numérique. Voulez-vous un euro numérique? Il y a eu plus de 8000 réponses. Et Christine Lagarde en a tiré un certain nombre de conséquences en disant « Nous allons réfléchir pour voir si nous mettons en place un euro numérique ou pas ». La logique de l'euro numérique sera que vous n'aurez plus 1 euro sur votre compte en banque sans que la Banque Centrale Européenne ne sache d'où elles viennent et ne sache l'usage que vous en faites. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Alors, c'est ce qu'on a appelé le capitalisme de surveillance. Il y a la tentation aujourd'hui de dire que grâce au système numérique, grâce à la numérisation, le Internet, blabla, on peut aujourd'hui finalement industrialiser la surveillance des populations. Donc, pour l'instant, les gens ne prennent pas conscience du danger qui pèse. Et donc, pour l'instant, toutes les autorités avancent comme sur du velours. La consultation que la Banque Centrale Européenne a organisée sur l'euro numérique. Pour être clair, l'euro numérique, ça permettra de dire, il y a eu cette proposition, on désactive la carte bancaire de quelqu'un à distance si, par exemple, il ne télécharge pas Télécovid ou Stop Covid. On pourra dire, vous ne payez plus. Voilà. Et l'euro numérique le permettra. Il faut comprendre ça. Et donc, pour l'instant, personne ne réagit, mais toutes ces choses-là sont écrites dans des documents officiels. Merci pour tout et surtout, mes chers collègues. Je pense que c'est un rapport très important et je suis heureuse de collaborer à ce travail. L'identité numérique. Évidemment, au départ, ce sera pour notre bien, ce sera plus facile pour pouvoir payer, pour pouvoir vérifier si quelqu'un est vacciné ou pour voter. Le vote, c'est précisé dans le texte de la Commission. On voit bien, le toboggan est bien en train d'être mis en place. On est donc à 2 doigts de la puce électronique sous la peau. Au départ, on aura un papier avec un code QR, mais les restaurateurs, les policiers vont se fatiguer rapidement pour le contrôler. Ensuite, on aura des bornes et ce sera plus facile. Ces bornes liront votre identité ou votre statut sanitaire sur un bracelet, une montre, sur un petit objet que vous porterez dans un sac à main, sur un code tatouage ou alors, comme je l'ai dit, sous la peau et les portes s'ouvriront. Et vous pourrez payer facilement, vous passerez à toute allure aux caisses et tout le monde trouvera super de payer sans avoir l'air finalement de payer. L'identité numérique, c'est un saut quantique et il n'y aura pas de retour en arrière possible, comme le pass sanitaire. Le marché des objets numériques connectés est considérable. Pour conforter la mise en place de l'identité numérique, on nous dit « on est déjà tracé par nos mobiles ». Non, le GPS, ce n'est pas assez précis, entre 1 et 10 mètres. On ne peut donc pas dire exactement qui on a rencontré et nous, ni où on est allé. Et surtout, le portable, on peut le laisser à la maison ou sinon l'éteindre. Avec l'identité numérique, la 5G et les objets connectés, nos conversations, notre santé, nos ordonnances, comme vous l'avez dit, nos pensées, notre intimité, notre espérance de vie, tout ça sera exposé, exposable, vendable, revendable. Et là, je parle en tant qu'ancienne, comme dans mon ancienne vie où j'étais dans une compagnie d'assurance. Leur rêve, c'était de savoir l'espérance de vie des gens pour leur offrir une garantie adéquate. Donc, ce qui veut dire exclure des maladies. C'est une crainte qu'il faut prendre en considération. D'ailleurs, la Commission utilise le mot de portefeuille d'identité numérique. Est-ce la fin de nos libertés? Ça sera vraiment un élément à prendre en compte pour ce règlement. Va-t-on vers un capitalisme de contrôle? C'est aussi notre question. J'en reviens au pass sanitaire parce que c'était quand même notre Parce objet. que c'est quand même lié, oui. Le pass sanitaire, c'est la première étape vers ce système qui utilise l'argument sanitaire pour se justifier. Mais vous vous souvenez, quand on était petit, Rachel, quand nous allions au café, au restaurant, nous n'avions pas à montrer notre pièce d'identité. Et quelqu'un, un serveur, vous aurait dit, montrez-moi qui vous êtes et je saurai si je vous sers. Vous auriez dit, mais enfin, je vous boycotte tout de suite. Le pass sanitaire, c'est d'abord un système qui vise à nous habituer à montrer nos papiers partout où nous passons et donc à permettre
une espèce de filature organisée, permanente de notre vie, une violation permanente de notre vie privée, qui est la première étape dans la mise en place de ce wallet. Dans le monde dystopique qu'ils nous promettent, il faudra montrer ces papiers pour aller prendre un café, pour prendre l'autoroute. Mais comment est-ce que vous savez ça? Alors, c'est écrit. Moi, je n'invente rien. Et ce n'est pas écrit sur des sites complotistes. Enfin, si, c'est écrit sur un dangereux site complotiste qui est tenu par une dangereuse entreprise complotiste qui s'appelle Thales, qui est quand même une entreprise de fabricant d'armes, qui a créé une unité spéciale identité numérique. On va l'appeler comme ça, avec une filiale qui s'appelle Idemia, sur laquelle on pourrait longuement discuter le moment venu, si Idemia le souhaitait. Et donc Thales a publié récemment sur l'un de ses blogs une description de ce que sera l'identité numérique de demain, et qui écrit que le pass sanitaire, les gens sont très heureux de l'avoir, que le pass sanitaire est la première étape de la construction d'une identité numérique à travers un wallet qui se terminera par des moyens de paiement. Donc le projet industriel, vous comprenez, on ne crée pas ça, on ne crée pas un pass sanitaire, on ne crée pas des machines à lire des QR codes sans être sûr que l'investissement sera durable et sans être dans un cadre politique et industriel complet et assuré. Et donc Thales fait partie des grands acteurs industriels qui se positionnent sur ce marché futur, qui sera un marché colossal, qui passera par la reconnaissance faciale. Ma position, c'est que il y a eu une grande alerte, the big warning, il y en a eu deux. La première a été le Brexit, c'est-à-dire que les Britanniques ont fait la démonstration que le suffrage universel pouvait défaire ce qu'il avait fait 40 ans avant, et l'élection de Trump, qui a prouvé que le suffrage universel pouvait mettre au pouvoir des gens qui contestaient les règles du libre-échange et du multilatéralisme. Et que donc pour la caste mondialisée qui exerce aujourd'hui une domination très répartie sur le monde industriel, il y a une conviction qui s'est forgée depuis 4 ans, depuis 5 ans, 4 ans on va dire, qui est que le suffrage universel doit être désormais neutralisé parce qu'il y a une montée de mouvements nationalistes, populistes, complotistes, tous ces mots en iste qui désignent le diable, et que la montée de ces mouvements met en péril la construction multilatérale et, d'une façon ou d'une autre, libre-échangiste portée par la caste depuis une 50aine d'années. Et que face au risque de voir le suffrage universel remettre en cause l'Union européenne, le G7, l'OMC, etc., face à ces risques, il y a eu d'ailleurs des remises en cause de l'OMC par Donald Trump, face à tous ces risques, la caste mondialisée a décidé de neutraliser les effets du suffrage universel et d'utiliser les technologies numériques pour pérenniser sa domination sur nos sociétés, à travers des dispositifs comme l'identité numérique, à travers des dispositifs d'intimidation. Il faut dire, Rachel, que le pass sanitaire, c'est la première expérience de crédit social dans le monde démocratique. Le pass sanitaire punit les dissidents et récompense les obéissants. Quelques éléments de réponse peuvent se trouver dans les avancées technologiques de la société Thales. Spécialisée dans la défense et la sécurité, cette société est convaincue que le pass sanitaire joue un rôle clé de précurseur, dont la finalité sera à terme le passage à une identité numérique sur téléphone portable. L'identité numérique fait déjà l'objet de débats et de tractations, puisqu'un communiqué du 3 juin de la Commission européenne propose la mise en place d'un portefeuille numérique. Pour que celui-ci se concrétise rapidement, la Commission invite les États membres à créer une sorte de boîte à outils commune pour septembre 2022 et à entamer immédiatement les travaux préparatoires nécessaires. Mais concrètement, que se cache-t-il derrière le nom de portefeuille numérique? Pour faire simple, il s'agirait d'un outil qui lierait notre état civil à d'autres attributs tels que nos comptes bancaires, notre permis de conduire, nos diplômes. On pourrait donc, directement depuis notre smartphone, louer un appartement, s'enregistrer pour un vol à l'aéroport, demander un prêt à la banque, ou encore déposer une déclaration fiscale. Comme vous pouvez le comprendre, les possibilités d'utilisation sont presque infinies. Cette idée de centraliser toutes les données concernant un individu peut paraître séduisante. Effectivement, il semblerait que tout avoir dans notre téléphone nous simplifierait bien la vie. Mais, car il y a toujours un mais, avec une telle plateforme, il est facile d'imaginer des dérives importantes.
À l'image du pass sanitaire actuellement, peut-être que certains lieux finiront par être interdits aux personnes ne répondant pas à certains critères définis par l'État. Un peu à l'image du crédit social chinois, peut-être que participer à des mouvements de contestation pourrait vous valoir une surveillance accrue de votre activité sur Internet, ou l'impossibilité d'accéder à certains réseaux sociaux. Peut-être serez-vous alors accusé de trouble à l'ordre public. Ajoutons à cela le fait que l'entreprise Thales est impliquée dans le déploiement en France de technologies de surveillance comme la reconnaissance faciale et la police prédictive. Avec tant de données, quel serait le pouvoir de cette entreprise? Et celui de notre gouvernement? Une autre question fondamentale doit être posée. Quelle sera la transparence des actions effectuées sur notre portefeuille numérique? Pourrons-nous savoir qui a consulté quelles données et quand? Pourrons-nous choisir quels documents nous rendront visibles ou pas? La Commission européenne affirme qu'il importe d'assurer la transparence des moyens utilisés et des données collectées. Pour une plateforme permettant l'accès à tant de documents importants, le respect de votre vie privée et de nos données personnelles deviennent essentiels. Précisons que la France ne sera pas pionnière dans le domaine du portefeuille numérique. En effet, en Australie, dans le Queensland, la première application de permis numérique de l'État a été testée puis déployée. La Floride est également sur le point de franchir le pas. Pure supposition. Imaginons que de tels outils deviennent la norme pour les citoyens. Il ne resterait qu'un pas pour les rendre toujours plus restrictifs et satisfaire des enjeux de sécurité et de santé. Heureusement, cela reste du domaine de la supposition et de l'imaginaire. Oui, cela relève peut-être de la supposition ou de l'imaginaire, mais enfin, c'est tout de même un petit peu inquiétant. Alors, je ne voudrais pas paraître pour un complotiste, mais je crois que les questions qui sont posées sont des questions sérieuses auxquelles nous devons réfléchir. Je crois qu'il y a de véritables dangers et nous aurions tous intérêt à nous réveiller. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.